Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire un vlog cette semaine parce que j'ai plein de trucs à vous raconter, donc ça va être cool. On est mardi soir, oui je sais, je commence en retard, mais j'étais hyper occupée lundi et mardi, puisqu'en fait je suis allée à Paris dans le cadre initialement d'une rencontre avec une maison d'édition. Et finalement j'ai prolongé un petit peu, j'ai fait durer le plaisir. Et j'en ai profité pour rencontrer vous, des Instagrammeurs, des Instagrammeurs, donc c'était super cool. J'ai commencé par aller non, prendre le goûter, on va dire. Boire un verre avec Louise de l'Ivresse Délire qui est également sur YouTube. J'essaierai de penser à mettre le lien de sa chaîne en bio. Donc c'était super cool parce qu'en fait on discute hyper souvent et on s'est jamais vu en vrai, donc voilà, c'était trop chouette. Et le soir, je suis allée à la présentation de rentrée en fait de la maison d'édition L'Iconoclaste, qui, vous le savez sans doute, propose des choses qui me plaisent énormément, avec toujours des identités fortes, des styles qui se distinguent, des partis pris, etc. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime en littérature. Donc j'étais trop contente d'y aller. J'avais déjà fait quelques rencontres littéraires, mais par visio. Donc, et pas énormément. Donc, bon, voilà, c'était carrément mieux de voir les gens en vrai, de pouvoir mettre des visages, des expressions, etc. Derrière un pseudo. Donc, c'était vraiment trop chouette. Et le format était hyper sympa. Je vais vous mettre des extraits juste après. Mais en fait, on a visité leurs locaux. Et dans chaque pièce, en fait, il y avait l'un des 3 auteurs de la rentrée de septembre, fin août, début septembre, qui lisait un extrait de son livre et qui ensuite en parlait, répondait à quelques questions, etc. Et c'était vraiment trop chouette. Donc voilà. Je vous mets du coup les extraits. Je vais faire dans l'ordre chronologique. La première autrice à présenter son livre, c'était Maud Ventura. Peut-être que je vous mets l'extrait lors duquel elle lit un extrait de son roman. Et je vous en parle après, moi, des impressions que j'ai eues. Car c'est une question de niveau d'analyse. Tout dépend de l'échelle de grossissement avec laquelle j'observe notre couple. Tout dépend du microscope amoureux. À l'échelle des années, nous vivons une belle histoire d'amour. En 15 ans, un mariage, une maison, 2 enfants. Je trouve cet état des lieux satisfaisant. À l'échelle des mois, le paysage reste lumineux. Il ne se passe pas un mois sans un moment privilégié à deux, sans que nous fassions l'amour, sans qu'ils ne me disent des mots tendres ou ne m'offrent un cadeau. À l'échelle de la semaine, le ciel reste plus ou moins dégagé. Pas une semaine sans un geste affectueux, une parole douce ou une longue discussion. À l'échelle de la soirée ou de l'heure, ma météo amoureuse s'assombrit. C'est à cette échelle que je peux relever chacune de ses prises de distance et chacun de ses oublis. À cette échelle, je remarque tous les mots qu'il ne prononce pas et toutes les fois où il ne me regarde pas dans les yeux. Mais c'est à l'échelle de la minute que la situation devient insupportable. Prenons mercredi soir par exemple. Les enfants sont couchés, nous regardons un film sur le canapé. Mon mari ne me prend pas la main, alors qu'elle est posée bien en évidence sur mes cuisses. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, le bouquin, c'est en quelque sorte, on va dire, une histoire d'amour. C'est en tout cas l'histoire d'une femme qui aime son mari. Ça, je pense que on peut le dire sans problème. Et en fait, donc, l'autrice, c'est le premier roman, est partie d'une dispute avec son ex. Elle lui reprochait en fait voilà, que c'était plus comme au premier jour. Et son ex lui a dit mais heureusement que c'est plus comme au premier jour en fait. Et du coup elle est partie cette idée en fait pour créer un roman avec comme parti pris que en fait la femme aime son mari comme au premier jour. Ça a l'air cool comme ça, hein. Mais c'est vrai que quand en parlant, on s'est dit ah finalement ça a peut-être posé problème quand même parce que ça veut dire qu'elle tressaille, qu'elle exulte à chaque texto, qu'elle suranalyse le moindre geste, s'il lui prend la main, s'il lui prend pas la main, s'il lui sourit pas. Et, euh, et du coup en fait on sent qu'il y a une tension un petit peu qui monte. On se demande un peu où est-ce que ça va nous emmener. Et en lisant le résumé, hein, c'est ce que je comprends parce que j'ai pas encore commencé.
Et en fait, elle l'a écrit à la manière... enfin, en racontant une semaine, quoi. Alors, je sais pas si la semaine, du coup, s'arrête à vendredi ou dimanche. J'essaie de tourner les pages sans trop lire à ce qui est marqué dimanche. Donc, voilà, donc sur une semaine. Et donc, effectivement, bah, j'imagine qu'il va se passer quelque chose, quoi. Ça peut pas bien finir, enfin, il va forcément se passer un truc. Mais en tout cas, voilà, bah, je trouve l'idée super cool, en fait. Enfin, est-ce que c'est de la folie? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce que finalement, c'est préférable d'aimer comme au premier jour? Ou est-ce que c'est mieux que l'amour se patine un peu? Donc voilà, donc franchement, ça a l'air vachement cool. Et alors, si on cache le visage de cette dame, enfin, le style me fait trop penser à Brivante de Camp, quoi. Donc voilà, donc franchement, ça a l'air super cool. Et je pense que je vais lire du coup avant sa sortie, qui est prévue, me semble-t-il, fin août. Je crois que c'est le 19 août. Elle m'a fait une petite dédicace. Trop contente. Donc voilà. Non, c'est pas marqué. Mais je pense que ouais, c'est ça. Enfin, j'ai vu 19 août et je pense que ça doit être la même chose pour les trois en fait. Donc voilà, premier livre de la rentrée de l'Iconoclaste. Ensuite, c'est Cécile Coulon qui nous a présenté son premier roman. Elle a l'impression qu'elle a rejoint l'Iconoclaste pour son dernier roman, Une bête au paradis. Et Shame on me, je n'ai jamais lu Cécile Coulon. Voilà, j'ai aucune excuse. Je n'essaierai même pas de me défendre, j'ai pas d'excuse. Parce que, je sais pas, c'est une fille qui a l'air cool, quoi. C'est une fille qui a l'air cool, qui a l'air fun, qui a l'air d'avoir une écriture juste de malade. Enfin, elle a fait de la poésie avant, d'après ce que j'ai compris. Et moi, j'aime bien ça. Enfin, parce que c'est bête, hein, mais peut-être que c'est faux factuellement. Mais je me dis, ouais, quelqu'un qui a commencé par la poésie, ça va forcément retrouver quelque chose de poétique dans ses romans, quoi. Enfin, il va forcément y avoir des métaphores, des images particulières. Enfin, donc voilà. Même chose, je vais vous mettre l'extrait du coup qu'elle a lu et après je vous parle du bouquin. Quand Aimée arriverait au domaine Marchère, dans la paume du Jura, elle découvrirait avant d'apercevoir à mi-pente le toit noir de sa nouvelle demeure, le cortège massif et sombre de bois qui longeait la route. Bordé par deux fossés parallèles, décorés de hauts troncs couleur d'entrailles, la voie, quand elle quittait la vallée, s'aiguisait comme une serpe, ronde et tranchante. Bientôt, Aimée reconnaîtrait les chevaux de Candre, soumis à un seul trajet. À chaque nouvelle sortie, on choisissait les bêtes en fonction du lieu où le maître se rendait. En son écurie, ils occupaient par deux des boxes larges fendues par une barrière de planches espacées. Sur la porte des enclos, le maître avait fait graver non pas les prénoms des bêtes, mais leur destination. Église, marché, bourg. Donc voilà, alors je sais pas vous, mais moi le premier truc auquel j'ai pensé quand elle a lu cet extrait, c'est on dirait trop du Balzac. Et l'éditrice en fait qui a travaillé sur ce livre a eu cette même impression en fait. Elle disait qu'à travers ce texte, Cécile Coulon rendait hommage aux écrivains voilà, du 19e à peu près. Et du coup, voilà. Bon, en tout cas, moi l'extrait m'a plu. Je pense que c'est assez costaud en termes d'exigence littéraire en fait. Donc c'est chouette. Et en fait, pour vous résumer, c'est l'histoire du coup d'Aimée. Alors je crois qu'elle le place ouais, au 19e quoi. Donc c'est l'histoire d'Aimée, donc au 19e siècle, qui est mariée au mec le plus riche du coin quoi. Et en fait, elle se retrouve un peu seule. C'est-à-dire que déjà elle sait pas exactement ce que c'est le devoir conjugal. Elle doit d'un côté faire son devoir avec cet homme, de l'autre elle découvre aussi le corps de l'autre, le désir, etc. Et en fait elle est un peu toute seule, larguée là-dedans. Et lui de son côté, et apparemment, d'après ce que Cécile en disait, lui aussi doit tenir entre guillemets sa réputation, quoi. Il est un peu emprisonné dans son image de mec riche et pieux, quoi. Donc voilà. Donc franchement, moi, l'extrait m'a carrément convaincue. Donc j'espère que tout le livre sera un peu dans cette veine-là.
Et j'ai trop hâte du coup de découvrir cette autrice qui a l'air en tout cas assez accessible et qui est chouette. Et elle m'a aussi fait une petite dédicace. Voilà. Donc c'est cool. Le dernier livre, c'est le livre de Mathieu Palin. Alors il a écrit un premier livre qui s'appelle Sale Gosse, qui a été publié du coup en 2019 chez l'Iconoclaste, donc la même maison d'édition. Moi j'avais pas lu ce livre malheureusement, donc je peux pas vous en dire beaucoup. Et même chose, je vais mettre un extrait du coup qu'il lit et après je vous parle du résumé. Ce titre en rouge, c'est majuscule. Il y avait quelque chose qui me dérangeait et pendant quelques jours je n'ai pas su l'identifier. Puis j'ai aligné les mots sur une feuille. Culpabilisation, menteur, manipulateur, narcissique, immature, lâche. C'était du jargon d'expert psychiatre. Il a connu tellement d'instructions, tellement de procès, de juges, de psy. Il a lu tellement de rapports qu'il a fini par s'emparer des termes que les experts ont collés sur son cas. Il y croit sans doute quand il affirme « Je suis un manipulateur narcissique ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma lettre, j'affirmais pompeusement « Je ne suis pas psychologue, mais je pense que je comprends ». C'était un mensonge. J'avais beau avoir le même âge, avoir grandi au même endroit, savoir qu'il existe des forces invisibles qui vous ramènent sans cesse aux problèmes du quartier. Il y avait plein de choses que je ne saisissais pas chez lui. Je n'étais plus sûr de rien. Je voulais qu'il change, qu'il s'en sorte, qu'il arrête de voler et qu'il devienne champion olympique du 400 mètres. Je rêvais. Je refusais de voir une réalité que pourtant il ne me cachait pas. Je savais qu'à son arrivée à Réau, le gradé l'avait convoqué dans son bureau. Pour blaguer, il avait lancé « Oh là là, planquez tout, voilà Koulibaly !» Les surveillants avaient ri. Toumani s'était assis et le gradé avait déroulé son speech. « Vous avez du talent, vous êtes intelligent, vous n'avez rien à faire en prison. Vous devriez être dehors à défendre la France dans les grandes compétitions. » Et pendant qu'il parlait, Toumani passait son bureau en revue en se disant « Il faut que je pique un truc. » Donc en fait, Mathieu Palin qui est journaliste raconte en fait qu'il a écrit un livre sur un champion d'athlétisme, Toumani Koulibaly, qui en gros est coureur, donc athlète le jour, et braqueur de pharmacie la nuit. Voilà. Un parcours qui interroge, parce qu'on se dit, mec, t'es quand même, tu pèses dans le game. Et pourquoi est-ce que tu te mets à voler des pharmacies, quoi? Voilà. Il y a un lien qui m'échappe et qui échappe visiblement également à l'auteur, puisque c'est pour ça qu'il a décidé d'écrire ce livre. Donc il a écrit à Toumani Koulibaly, du coup qui se trouvait en prison au moment de leurs premiers échanges, pour raconter un petit peu son histoire, savoir pourquoi en fait, pourquoi il en est venu à voler des pharmacies alors que a priori il avait quand même un destin assez cool qui s'offrait à lui. Donc voilà. Alors j'avoue que moi, tout ce qui est athlétisme, sport, voilà, j'aime regarder le foot à la télé, j'en fais un peu, mais voilà, c'est vrai que l'athlétisme, je suis incapable de vous citer un ou une athlète dans ce niveau-là, quoi. En saut en longueur à la limite, mais en athlétisme vraiment, je ne sais pas malheureusement. Après, qu'importe en fait, puisque je trouve que cette question-là interroge en fait pourquoi faire ça. Donc voilà, après j'imagine bien qu'il n'y a pas une réponse nette et précise, quoi, mais qu'à travers ce que j'imagine être un portrait, on aura des éléments de réponse qui peuvent peut-être faire sens à un moment donné. Donc voilà, donc ça c'était pour les 3 livres de la rentrée. Enfin franchement, je suis trop contente parce que c'est sûr que je pense que je vais aimer, quoi. Et si j'aime pas, je pense que voilà, au moins je saluerai le parti pris qui a été pris. Désolée pour cette répétition. Et c'est top, trop contente. Du coup j'ai profité d'être à Paris pour aller faire un tour dans d'autres lieux où on peut acheter des livres, la base. À commencer par la librairie où j'ai traîné mes guêtres pendant longtemps lors de mes études. Ma banquière vous dira trop longtemps d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est le folklore de la vie d'étudiante, quoi.
Et donc c'est L'écume des jours. C'est une librairie qui se situe à Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, c'est trop bien parce qu'elle ferme à minuit. Voilà. Elle était près des lieux où j'étudiais et elle ferme à minuit. Donc on pouvait aller en cours, on pouvait aller boire un verre et après on pouvait aller acheter le livre dont on venait de parler avec un copain ou un truc qu'on avait oublié d'acheter et qu'il nous fallait pour le cours d'après, enfin un truc comme ça. Donc voilà, franchement, moi j'adore cette librairie, ils sont toujours de bons conseils en plus. Donc j'y suis allée et j'y vais à chaque fois que je retourne à Paris de toute façon. Donc j'ai acheté 2 livres par lequel je commence. Allez, je commence par celui qui est... Un petit bug. Je commence par celui qui est déjà... Enfin, que j'ai vu le plus souvent en tout cas, sur Instagram, mais qui n'est pas non plus hyper connu. Je sais pas comment on prononce. A priori, je dirais Maican. Je ne sais pas, désolée s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, ça m'intéresse. Je ne sais pas du tout comment on prononce. Je vais vous lire la 4e en fait. Pareil, je sais pas comment on prononce. Nitassinan, août 1936. Sur ordre du gouvernement canadien, tous les jeunes Inuits, pareil, je sais pas comment on dit, j'imagine que c'est Inuit, mais au pluriel, non. C'est des Amérindiens en fait, donc désolée pour la prononciation, j'ai honte. Tous les jeunes Inuits de Mashtestasht, je vous mettrai le résumé, sont arrachés à leur famille et conduits à près d'1 millier de kilomètres au nord dans le pensionnat de Fort George tenu par des missionnaires catholiques. Chaque jour apporte son lot de coups et d'humiliations. Tout est bon pour tuer l'Indien dans l'enfant. Maican. Des loups. Voilà ce que sont, des années durant, les religieux aux yeux des enfants. Montréal, 2013. L'avocate Audrey Duval recherche des survivants. Dans une réserve isolée de la Basse-Côte-Nord, elle retrouve Marie Népon, une vieille Innu, qui va lui raconter tout ce qui s'est passé à Fort-Georges. La violence aveugle s'abattant sur les corps et les esprits, mais aussi la force de l'amour et la grâce de l'amitié, qui seuls ont kum contrer la barbarie. Avec Maican, Michel Jean, l'auteur primé de Kukum, K-U-K-U-M, dévoile un pan méconnu et révoltant de l'histoire des Amérindiens du Québec. Alors je vais juste vous mettre le résumé, et vous pourrez mettre peut-être la vidéo sur pause. Je sais pas si ça va fonctionner, si ça s'affiche à l'envers. Je croise les doigts. Sinon, vous pouvez le retrouver de toute façon sur le site de la maison d'édition des paysages. Mais je pense que ça se dit Inuit en fait. C'est juste que... Enfin, je sais pas en fait. Non, Inuit c'est autre chose. En fait, c'est I-N-U-I-T. Puis c'est dans le... En Arctique, en Antarctique, quoi. Quelque chose comme ça. Donc non, ça va être ça. Donc Inuit, je ne sais pas. Je regarderai après cette vidéo. Ce sera trop tard, mais pour ma conscience, moi, je le saurai. Et donc déjà, c'est pas mal de temps que je dois passer des livres de cette maison d'édition, j'en ai vu 2 ou 3. Et j'en ai toujours vu de bons retours. Je sais qu'ils ont été invités chez Vleel, V-L-E-E-L. Alors, je crois que ça veut dire Varions les éditions et quelque chose littéraire, j'imagine. Mais bon, voilà, tout le monde prononce Vleel. Là, pour le coup, je sais que ça se prononce comme ça, donc... Au moins un truc exact. Et j'ai l'impression que c'est un peu sur cet univers en fait, des Amérindiens, du Canada, du Québec, etc. Et du coup, je vais pas chercher compliqué. En fait, je suis allée à la librairie, je leur ai dit voilà, je voudrais un livre de cette maison d'édition là. Ils m'ont dit on a celui-là, c'est le seul qu'on a. J'ai dit ok, je l'ai pris. Voilà. Donc si jamais il me plaît, peut-être que j'achèterai les autres. Mais en tout cas, ça a l'air super cool. Et j'ai une copine qui est à fond, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire des Amérindiens. Et du coup, je pense pour le coup que ça peut être une bonne idée cadeau. Flora, si tu me vois. Donc voilà. Donc non, ça a l'air super. Franchement, ça a l'air hyper intéressant. Et en fait, je sais pas si vous connaissez Anne et la maison au pignon vert. Alors, c'est sorti chez Monsieur Toussaint Louverture, me semble-t-il, sous le nom Anne and the Green Gables. Quelque chose comme ça. Et bon, en fait, c'est la même chose. Il y a aussi la série qui est sortie sur Netflix, c'est Anne with an E, donc Anne avec un E. Et dedans, justement, en fait, il y a une petite fille amérindienne qui est emportée dans l'une de ces écoles catholiques et on essaie en fait de casser en fait leur identité, leur héritage.
et de les faire entrer dans le mood du parfait petit Canadien ou... Bon, voilà. Et ça, j'avais trouvé ça fascinant, en fait. Je savais absolument pas que ça s'était passé comme ça. Enfin, pas, en fait, à ce degré-là, en fait. Et du coup, quand j'ai découvert ça dans la série, j'étais un peu choquée. Et du coup, quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, ah bah nickel, ça va me permettre d'en savoir plus sur cette période et sur ce qui a été fait à ces enfants. Donc voilà, ravie de mon achat. J'ai aussi craqué pour un livre, logique, de, pareil, je sais pas comment on dit, je suis nulle en prononciation. Digli Ressac, Digli, je sais pas si on dit à la française ou pas. Publié chez La Ville Brûle. Alors, je n'avais entendu parler ni de cette autrice, ni de cette maison d'édition, donc nickel, super découverte. Je vous lis le résumé. Je vous laisse le livre. Ode à la solitude et à la lenteur, Ressac est le récit d'une fuite. Une fuite géographique d'abord, depuis mon petit appartement lyonnais, vers les murs centenaires d'une abbaye bretonne, pour une retraite de 5 jours, seule, face à la mer. Un départ vers le minéral, les embruns, les nuées d'or et de rose. Une fuite affective ensuite, puisque ce texte a été écrit après l'accident de voiture qui brisa le corps d'un être cher. Clôturant dans le sang 2 années d'angoisse passées à le voir progressivement défiguré par sa bipolarité. 5 jours d'errance iodée, de contemplation béate et de rencontres féminines magiques qui m'ont raccroché au réel, au silence et à la beauté, me rappelant leur importance fondamentale. Voilà. Donc clairement, il faut aimer le contemplatif, je pense. Hein. Si vous aimez les thrillers, à mon avis, c'est pas forcément le livre que comme ça à chaud je vous conseillerais. Mais ça a l'air hyper intéressant. Et c'est très compliqué. Enfin, je trouve que c'est très dur de faire un livre sur ce thème-là. Sur, en fait, la lenteur, sur la vie telle qu'elle s'offre à nous, ici et maintenant, en fait. Enfin, je trouve ça vachement compliqué. J'espère qu'elle a réussi l'exercice et que je vais aimer. Je pense que je vais lire très vite parce que c'est écrit assez gros, en fait. Peut-être prendre un autre livre pour comparer à côté. Je sais pas si vous verrez la différence. Non, on voit pas tellement la différence. Peut-être un peu. Bon. Donc, ouais, c'est écrit assez gros et il y a 150 pages. Voilà, 160. Donc, nickel. 163. Voilà, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. En fait, ce qui est le plus compliqué dans cette histoire, c'est de choisir par quel livre je vais commencer. Mais bon, on verra demain. À chaque jour suffit sa peine. Je suis également allée dans une bouquinerie que je ne connaissais pas, qui s'appelle Book Off, que m'a conseillé Louise. Et franchement, si vous habitez Paris, allez-y, quoi, c'est top. Si vous aimez surtout les nouveautés, la boutique est pas immense, mais en fait, il y a énormément de nouveautés, de livres qui sont sortis là en janvier ou en septembre, juste avant. Donc franchement, foncez. Moi, je suis aussi allée chez Gilbert Joseph. Parce que voilà, j'ai mes habitudes. Donc j'étais un peu triste de voir qu'en fait, il y avait une grosse partie qui avait fermé. Moi, je pensais que c'était juste une bouquinerie sur les 5-6 en fait, qui faisait le boulevard qui mène jusqu'à la Seine. Et en fait, non. Il en reste plus qu'une apparemment à ce niveau-là. Donc, ça fait un peu bizarre, c'est un peu triste quoi. Mais j'y suis allée et je me suis pas laissée abattre, puisque je suis ressortie avec 3 livres. J'allais vous dire, en fait, la meuf achète des trucs, des cycles qu'elle a déjà, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai pris un livre de Cécile Coulon. Il y en avait plusieurs et franchement, j'ai pas craqué, j'en ai pris qu'un seul. Parce qu'en fait, le passage qu'elle a lu m'a tellement plu que je me suis dit, waouh, je pense que je vais aimer ces livres en fait. Donc je me suis dit, pourquoi attendre? Si je sais que je vais aimer, autant en acheter d'autres maintenant. Donc j'ai opté pour celui-là, 3 saisons d'orage. Je vous lis le résumé, accrochez-vous parce qu'il est un peu long. Les fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau du monde qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais une seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue. L'histoire d'André, de son fils Bénédicte, de sa petite-fille Bérangère. Une famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère et de ses vaches. Une famille de paysans. Et au milieu, une maison, ou ce qu'il en reste.
3 générations confrontées à l'histoire et au fol orgueil des hommes, ayant oublié la permanence hiératique de la nature. Saga portée par la fureur et la passion, 3 saisons d'orage peint une vision de la seconde partie du XXe siècle, placée sous le signe de la fable antique. Les 3 gueules, forteresses de falaises réputées infranchissables, où elle prend racine, sont un espace où le temps est distordu, un lieu qui se resserre à mesure que le monde autour s'étend. Si elle happe un enfant, noie un vieillard dans leur torrent, écrase quelques ouvriers sous les chutes de leurs pierres, les villageois n'y peuvent rien. Mais ils l'acceptent, car le reste du temps, elles sont l'antichambre du paradis. Il y a un petit commentaire de l'éditeur. Cécile Coulon renoue ici avec ses thèmes de prédilection, la campagne opposée à la ville, la lutte entre l'homme et la nature, qui sont les battements de cœur du très grand succès que fut Le Roi n'a pas sommeil. C'est édité chez Viviane Ami. C'est la maison d'édition qui avait édité Opus 77, que j'avais adoré et que je vous recommande. Enfin, c'est top. Et pourtant, j'aime pas la littérature. Enfin, j'aime pas. Enfin, je m'y connais pas en littérature classique, quoi. Donc, ne vous laissez pas intimider par le thème. Pour revenir à ce livre, bah voilà, en gros je vous explique que j'ai bien aimé le passage qu'elle nous a lu, donc je me suis dit allez go. J'ai choisi un peu au hasard, il y en avait plusieurs et c'est celui qui m'a inspiré. Il faut croire que visiblement j'ai des envies de nature, je ne sais pas, mais au moins comme ça je vais rattraper ma faute. Et je vous disais, la meuf elle achète des trucs en lien avec les livres qu'elle a déjà, donc un nouveau livre de chez l'Iconoclaste, il y a quelques années cette fois, mais franchement j'ai lu le résumé, après je suis partie me balader entre les rayons et en revenant je me suis dit il me faut ce livre. Parce que le résumé m'est resté en tête au milieu d'autres résumés, enfin de dizaines de résumés que j'ai lus, donc je vais pas chercher plus loin. La nouvelle court les rues, les pas de porte et les métiers. On entend l'autre dire qu'il est mort, le poète. Vient alors cette étrange collision des mots et de la vie qui produit du silence puis des gestes ralentis au travail. L'homme qui leur a tendu un miroir n'est plus là. Tout s'amplifie, tout s'accélère. On dirait qu'en mourant, qu'en glissant vers l'abîme, il creuse un grand trou et y aspire son temps, sa ville. La mort de Victor Hugo puis les funérailles d'État qui s'annoncent déclenchent une véritable bataille. Paris est pris de fièvre. D'un événement historique naît une fable moderne, un texte intimiste, intime et épique, où tout est vrai, où tout est roman. Donc bah voilà, c'est sur la mort de... Enfin, les jours qui suivent la mort de Victor Hugo. Et je trouve ça assez original en fait. Enfin, je sais pas d'exemple de livre que j'ai lu où on parle en fait de l'effet d'un auteur sur les gens en fait. Enfin, j'ai pas du tout souvenir. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à me l'indiquer. Mais là comme ça à chaud, je suis incapable de vous en donner un. Donc voilà, ça m'a plu et même chose, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et j'ai jamais lu cette autrice non plus. Apparemment, donc je vois qu'elle est l'autrice de plusieurs ouvrages. Alors attendez que je retire l'étiquette. Il y a... Hop. Alors, elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont notamment C'était mon frère, donc c'est l'Iconoclaste. L'Intranquille avec Gérard Garouste. D'accord. Les chagrins, les faibles et les forts. Tu n'es pas revenu. Voilà, donc c'est Grasset, Stock et l'Iconoclaste. Donc bon, écoutez, moi je l'avais jamais lu. Ça va être une découverte, donc on dit oui. Dernier livre que j'ai acheté là-bas, c'est de Julien Dufresne Lamy, Mon père, ma mère, mes tremblements de terre. Alors c'est un auteur qui écrit plusieurs livres, mais moi j'ai entendu parler de celui-là et de Joli Joli Monstre sur les drag queens aux États-Unis. Donc je l'ai pas lu non plus, c'est la première fois que je le lis. Je crois qu'en fait dans ma liste il n'y a que des auteurs que je lis pour la première fois, c'est cool. Et là en fait c'est sur l'histoire d'un enfant qui voit en fait son père devenir une femme. Donc je vous lis le résumé. Est-ce que sur la table de chirurgie mon père ressent le chaud, le froid? Allez savoir. Dans la salle d'attente, ma mère porte sa chemise saharienne et le soleil blanc tape doucement sur les fenêtres. L'air est doux. Un air qui n'a rien à voir avec la mort, les drames. Ici, ce n'est pas un drame, c'est autre chose qui se passe. Donc ça, c'est un extrait. Dans cette salle, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Bientôt, son père sortira du bloc. Elle s'appellera Alice. Durant ce temps suspendu, Charlie se souvient des 2 dernières années d'une vie de famille terrassée. 2 années de métamorphose, des mois et de rejet, de grands doutes et de petites euphories.
2 années sismiques que Shirley cherche à comprendre à jamais. Tandis que les longues minutes s'écoulent, nerveuses, avant l'arrivée d'Alice, Shirley raconte la transition de son père. Sans rien cacher de ce parcours plus monumental qu'un voyage dans l'espace, depuis le jour de Pâques où son père s'est révélé. Et eux. Où, pour Charlie, la terre s'est mise à trembler. Voilà, donc c'est c'est son 5e roman. Et je crois qu'il en a fait un autre depuis, sur la fille de DSK. Non, de Dodo la Saumure, je crois. Mais je suis pas sûre. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Il me semble que oui. Donc voilà, donc ça a l'air vachement chouette, enfin hyper intéressant, et je l'ai pris parce que je veux voir comment il a réussi à construire son livre en fait, à construire son récit. Comment est-ce qu'il a fait en sorte qu'à partir d'un moment T, il y a quelque chose qui se déploie, un avant, un après, un pendant, des questionnements. Interroger en fait Enfin, c'est un livre qui s'inscrit à un moment où est-ce qu'il se passe une opération, mais où en même temps d'un côté il se passe rien en fait, c'est l'attente. Donc j'ai envie de voir un petit peu comment il a fait pour s'en sortir à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est pour mes achats. Du coup, on est sur 1, 2, 3 livres du coup offerts par la maison, l'Iconoclaste, et 1, 2, 3, 4, 5 livres que j'ai achetés du coup ce lundi et ce mardi. En parallèle, du coup, j'ai terminé Retour à Cuba de Laurent Benegui, donc publié chez Julliard. J'en avais parlé il y a quelques jours, quelques semaines même, parce que je l'avais oublié sur mon lieu de travail à un moment donné. En fait, c'est l'histoire du coup d'un écrivain, enfin de lui en fait, il se présente en tant que narrateur, qui va à Cuba en fait, sur la trace de ses origines en fait, puisque son grand-père vivait là-bas, son père est né là-bas, et finalement il ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé là-bas. A priori, il y a une brouille familiale qui naît en tout cas enfin, qui a un lien en fait avec Cuba, avec l'installation de différents membres de la famille là-bas. Alors moi j'ai bien aimé le livre parce qu'en fait j'aime bien quand l'auteur raconte en fait comment il écrit. Par exemple dans le carnet de Dora Maar, l'autrice raconte en fait comment elle a eu ce carnet, comment elle est remontée jusqu'à la trace de Dora Maar, etc. Et moi j'aime bien. Et dans ce livre, c'est ce qui se passe, il explique un petit peu la jeunesse de son projet, d'où c'est venu, comment il a fait pour le faire avancer, ce qu'il a ressenti, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, moi, enfin, je sais pas, ça m'attrape. J'ai trouvé la première partie, enfin j'ai trouvé le livre bien. Après la première partie, je trouve qu'il faut quand même s'accrocher pour comprendre qui est qui par rapport à qui. Donc, bon, comme dans toutes les sagas familiales, vous me direz, mais... on va dire que le petit arbre généalogique du début n'est pas de trop. Et j'ai préféré la deuxième partie, puisque en fait voilà, c'est bon, on a compris qui est qui par rapport à qui. Et parce qu'elle se passe à Cuba, donc on est dans le Cuba d'aujourd'hui en fait, enfin il y a 3-4 ans. Et j'ai vraiment bien aimé parce que moi c'est vrai que je suis incapable de décrire ce pays quoi. Enfin, j'ai jamais rencontré de Cubains, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment parler du pays, à part dans les cours d'histoire ou des choses qu'on entend. Mais enfin, voilà, je connais pas du tout de Cubains. Et du coup, je n'ai absolument aucune idée de comment c'est là-bas. Et moi, j'avais un peu l'image d'une île paradisiaque où c'est la Dolce Vita. Donc, c'est pas faux, c'est-à-dire c'est une des identités de cette île. Mais il y a quand même des soucis économiques et la population en souffre. Et ça, je ne le savais pas en fait. Je pensais que c'était une île qui vivait très bien du tourisme, etc. Donc je découvre. Et voilà, c'était assez cool. Que dire? Non, voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu en fait, la découverte de Cuba et la manière dont c'est écrit, la manière un peu d'une enquête. Il nous tient par la main et il nous raconte pas à pas. Donc voilà. Et en fait, le nœud en fait, qui permet de faire un livre, c'est en fait essayer de comprendre pourquoi est-ce que les deux branches de la famille se sont brouillées. Il y a des questions d'argent derrière, avec une couche de nationalisation, de l'arrivée des Castro, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ça donne envie d'en savoir plus, en fait, de se renseigner un petit peu sur l'histoire. Enfin, il y a notamment quelque chose qui n'est pas très clair. C'est que l'un des Castro, on ne sait pas trop s'il était catholique ou communiste, qui est a priori pas forcément hyper compatible.
Donc je pense que je vais faire un petit tour sur Wikipédia ou sur un site qui peut-être explore cette question si je le trouve. Donc voilà, un petit peu ma lecture de ce début de semaine et mes achats de ce début de semaine. Je retravaille à partir de demain et je travaille aussi ce week-end, donc je pense que ça va être... Enfin, du coup, il y aurait un peu moins de trucs à se passer niveau livre en cette fin de semaine. Mais j'espère que je vais avancer et que je vais pouvoir lire d'autres livres cette semaine. Mais je sais absolument pas par lequel commencer. D'un côté, celui d'Iconoclast me tente à fond. D'un côté, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de les lire un peu plus tard, quand on se rapproche plus de la date de leur sortie? Est-ce que c'est mieux de commencer par un autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Rendez-vous demain, du coup, pour savoir ma décision. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas raconté que j'avais aussi déjeuné mardi midi avec Laura du compte Mon Baratin. Shame on me, je suis désolée pour cet oubli. Mais qui n'est pas vraiment un oubli puisque je me suis rendu compte subitement en roulant que j'en avais pas parlé. Du coup je me suis arrêtée, je me suis garée pour pouvoir quand même vous le souligner. Donc c'était super cool, on a parlé littérature et en fait on a mangé des sushis. Et en fait on aime bien vraiment le même style, donc c'est trop cool quoi. Ça va être l'une des personnes sur lesquelles je vais pouvoir compter quand il s'agira d'aller en librairie faire le plein de bouquins quoi. Donc j'ai quelques comptes comme ça où je sais que quasiment tout ce qu'ils aiment j'aime et tout ce qu'ils n'aiment pas j'aime pas. Donc c'est cool, on verra si... je vais lire plus attentivement ces chroniques et on verra si ça se vérifie ou pas. Je vous dis en attendant à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance pour le bruit que vous risquez d'entendre. J'ai changé de coloc en fait et il y a un peu plus de vie dans cette coloc que dans la précédente, mais je préfère, donc tant mieux. Je voulais vous parler donc de mes lectures. On est samedi soir déjà et j'ai pas trop le temps de lire vu que je travaillais comme d'habitude. Mais j'ai quand même terminé 2 livres. Donc le premier c'est le fameux livre que je ne sais pas prononcer, Maikan, ça sonne mieux je trouve. Mais par contre maintenant je sais faire la différence entre un inuit et un inu ou inu. Je n'ai toujours pas trouvé comment ça se prononçait. En fait, ils vivent pas aux mêmes endroits, mais ce sont des peuples nomades dans les 2 cas. Voilà. Donc ici, on est avec les jeunes Inuits ou Inuits, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, s'il vous plaît, dites-le moi. Et on se trouve au Canada, donc comme je vous avais dit. Et en fait, les enfants et les adolescents sont emmenés... je sais pas si on peut dire de force, parce que c'était pas violent en soi, mais ils ont pas vraiment laissé le choix aux parents quoi. Ils ont un peu fait pressing en mode ils auront une éducation, nanana, de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement, donc en gros vous n'avez pas le choix. Donc les parents ont laissé partir les enfants avec les religieux qui étaient venus les chercher. Et les enfants en fait ont été amenés dans des pensionnats catholiques, où ils ont reçu une éducation religieuse et un enseignement. Mais ce qui pose problème, c'est qu'en fait, le but n'était pas de les instruire, mais de tuer l'Indien qui était en eux. C'est-à-dire de les assimiler, donc quasiment de force, puisque les punitions, etc., étaient corporelles, étaient violentes, au reste de la population canadienne. Donc voilà, et en fait en parallèle donc de l'histoire donc à l'époque où les enfants en fait, où on est avec les enfants en fait, on voit ce qui se passe, comment ils ont été emmenés, comment ils vivent au quotidien là-bas, etc. Et on se rend compte que c'est évidemment pas du tout comme ce qui a été vendu aux parents, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas très chaudement vêtus, s'ils mangent de la viande une fois dans la semaine, c'est bien, ils ont des repas assez légers, et surtout, voilà, on leur fait subir des choses absolument atroces, on les coupe en fait de leur identité, on les interdit de parler leur langue, et ça va, évidemment, c'est hyper compliqué à vivre pour les enfants qui sont maltraités. Je
pense qu'il n'y a pas d'autres mots, maltraités, violentés et qui subissent des sévices assez monstrueux. Donc d'un côté il y a cette histoire-là et de l'autre on a une avocate, donc c'est d'aujourd'hui, enfin voilà, de 2013, donc on va dire d'aujourd'hui quoi, qui en gros est à la recherche en fait des anciens pensionnaires de ce type d'établissement parce que entre temps le Canada a voté une loi qui leur permet d'obtenir de l'argent en guise de dédommagement pour les sévices justement qu'ils ont vécu là-bas. Et donc elle s'est mise à en rechercher plusieurs. Et notamment une qu'elle a retrouvée, mais cette femme refuse de lui parler, elle vit toute seule, elle est hyper isolée, personne ne la connaît, personne ne lui parle, donc elle essaie d'entrer en contact avec elle et de savoir un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu dans cet établissement. Alors c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, enfin j'ai trouvé hyper touchant, assez horrible aussi dans ce qu'il décrivait. J'imagine que c'est inspiré de faits réels, même si je pense que le trait a été forcé. Enfin, j'ai du mal à imaginer autant de cruauté, donc peut-être que je suis naïve. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit précisé que c'est en tout cas d'une histoire. Enfin voilà, que tout est vrai quoi. Je pense que voilà, le décor est vrai. Après, les sévices subis par les enfants, j'espère que c'était pas comme ça, même si je me doute bien que certains ont dû vivre ce qu'ils ont vécu. L'écriture est vraiment pas mal. On est dans un bon équilibre entre le style qui va faire avancer l'histoire, la fiction, etc. On arrive à s'accrocher, à suivre, à être intéressé. Et en même temps, on est sur un peu du nature writing presque, où une grande place est laissée à la nature, à la forêt, aux animaux et puis à la façon de vivre de ce peuple en fait. Donc tout ce qui est par exemple le fait qu'ils soient nomades, les voyages entrepris régulièrement pour changer d'endroit, la chasse, la manière de voir les choses, de voir la vie, etc. Donc voilà, franchement un super roman. Je pense que je vais lire son précédent KUKUM, donc Coucoum, je ne sais pas. Parce que il me semble que celui-là s'intéresse un peu plus à la vie des femmes de ce peuple. Et voilà, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et en tout cas un livre qui fait ressentir des émotions parce que clairement j'ai eu le cœur serré, j'étais révulsée, choquée parce que je lisais, je trouve ça assez horrible et sidérant quoi. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui en tout cas m'a marquée et m'a touchée. J'ai également lu une BD assez grosse. Hop. Sur Baudelaire, publié chez les éditions Dupuis, qui d'ailleurs me l'ont envoyé, donc je les remercie. Alors le nom du livre c'est Mademoiselle Baudelaire. Ça raconte en fait l'histoire de Baudelaire à travers sa muse Jeanne Duval, qui, il est important de le préciser dans ce contexte, était noire. Et du coup on est au milieu du 19e et du coup évidemment ça choque, ça interroge, notamment la famille du poète qui est riche, qui est aisée, qui veut un peu maintenir sa réputation, qui comprend pas trop ce que fait Baudelaire avec cette femme déjà de couleur et qui en plus jouait dans des théâtres, donc qui a une réputation également très... comment dire ça, de femme volatile, voilà. Donc évidemment ce qui est en plus accentué par le fait qu'elle soit noire et qui donc à l'époque était vue comme quelque chose de très exotique, de très comment expliquer, je pense que ça accentue un peu le côté les vices en fait que pouvait avoir. Désolée, j'ai eu un problème de stockage au téléphone, ça a bugué. Je disais donc voilà les vices qui pouvaient avoir cette femme. Voilà, on est vraiment sur une image raciste
de base et très orienté fantasme quoi. Autour de la couleur de sa peau. Et en fait le livre se présente de telle manière que c'est comme une lettre qui est écrite à la mère de Baudelaire, dans lequel Jeanne Duval raconte un petit peu leur histoire à eux deux. Alors sans petits papillons ni de petites fleurs, c'est comment dire, assez cru. Voilà, si vous avez des enfants à la maison que vous voulez leur faire découvrir Baudelaire, eh bien c'est peut-être pas forcément pour eux, mais c'est peut-être plus pour vous quoi. Clairement, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Je pense qu'il va avoir voilà, 18 ans, c'est très bien. Un peu plus jeune, si, ça dépend des personnes quoi. Je vais juste vous montrer quelques dessins. Je les sélectionne du coup pour pas faire apparaître n'importe quoi. Il y a par exemple cette page que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Avec des tons un peu violacés. On a tout un tas de couleurs, on a du bleu, on a du cru, on a du noir. On a une sublime page aussi que je vous montre, enfin une double page même. Donc on est vraiment sur une belle BD, enfin un beau travail de l'image et c'est assez sombre en fait. Donc voilà, mine de rien, il faut quand même réussir à nuancer ça, jongler tout ça et je trouve ça assez intéressant le travail du noir qui est réalisé. Je vous montre par exemple une partie voilà, de cette page. C'est pas évident quoi, donc c'est vraiment bien fait et c'est un bel objet hein, clairement, c'est super beau. Mais je m'égare, donc je vais raconter quand même l'histoire de base. Et voilà, donc en fait, c'est comme si elle écrivait une lettre à la mère de Baudelaire en racontant leur histoire. Et du coup, à travers cette lettre, on découvre leur relation, la relation de Baudelaire avec d'autres femmes, notamment celle avec sa mère, celle avec d'autres maîtresses. Et puis on a aussi son rapport à Jeanne Duval, le fait que c'était sa muse mais qui essaie de s'en détacher. Enfin, il y a une espèce d'attraction en fait entre ces deux personnages qui pourtant se font du mal clairement l'un à l'autre. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Alors moi je savais déjà un petit peu leur histoire puisque j'avais lu Crénon Baudelaire, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un livre clairement soit on aime soit on déteste. Mais ouais, je l'avais beaucoup aimé, donc si jamais la BD vous plaît, n'hésitez pas à aller acheter le livre, le roman après. C'était un roman de Jean Telet, je crois. Voilà, je suis plus sûre exactement, mais il me semble que c'est ça. Ouais, je suis quasiment sûre que c'est ça en fait. 90% c'est ça. Donc voilà, et puis on découvre aussi la vie de Baudelaire, sans grande surprise, je m'imagine que vous le connaissez sans doute. C'était quelqu'un qui était, on va dire, comment dire ça poliment, qui avait un train de vie un petit peu, voilà, dévergondé, hein, qui était un petit peu dans la bohème, quoi, on va dire. Et on a aussi des moments où est-ce qu'il est avec ses amis, enfin les poètes et les artistes de l'époque dans un bar, etc. Donc voilà, ça permet de se rendre compte un petit peu. Il faut vraiment que je vide le stockage de mon téléphone. Donc je vous disais, voilà, ça permet vraiment de se rendre compte un petit peu voilà, de qui il était à ce moment-là en tout cas. Et voilà, moi c'est un livre en tout cas que j'ai bien aimé, qui se lit assez rapidement parce que même s'il est, gros, il fait 150 pages, ça reste de la BD donc ça se lit vraiment rapidement, en une heure. En une heure c'est fait. Alors je tombe sur une nouvelle page que j'aime bien aussi, je vous montre. Voilà. Donc on est vraiment sur un bel objet. Voilà. Écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour cette semaine et que je vais commencer le montage de ce petit vlog. Je sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. Voilà, j'ai bien envie de tester, genre de faire des piles à lire, de prévoir en fait mes lectures genre pour une semaine ou pour un mois pour voir si jamais ça m'incite à lire davantage, même si je vais pas trouver ce que je peux trouver le temps. Donc voilà, on verra. Sinon je vous souhaite un bon dimanche puisque je pense que cette vidéo sortira demain, donc dimanche.
Et je vous dis à bientôt.